Bonjour, merci de votre présence. Je suis Christophe Bertrand. Je vais présenter ce webinaire concernant l'affichage légal, donc destiné aux clients Cohesio sur plutôt Aura, plutôt Saint-Étienne et les départements limitrophes. Voilà, donc ça va se présenter donc en 45 minutes. L'idée, c'est de bien comprendre les enjeux de la publication et de l'affichage légal qui existe, donc qui s'applique depuis bientôt 3 ans maintenant. Et en effet, il y a quelques subtilités dans cette publication réglementaire que je vais expliquer juste après et qui nécessitent d'être bien connues pour un affichage qui est conforme. Donc simplement la présentation, donc je vais présenter Cohesio, donc vous devez à peu près tous connaître, mais voilà, ça fera un petit rappel. On rappellera le contexte réglementaire, l'ordonnance, le degré d'application et l'interprétation qui en a été fait par la DGCL. La loi s'applique depuis bientôt 3 ans, donc on pourra remonter sur l'ensemble des problématiques qui nous ont été remontées. Moi, je suis un peu le spécialiste du sujet, donc j'ai dû voir peut-être 1500 mairies, donc je connais extrêmement bien ce sujet-là, et donc on a beaucoup de retours sur des difficultés de publication et d'être conforme. On vous montrera une petite checklist qui permet de s'auto-évaluer et vérifier si votre publication elle est conforme. Donc ça prend quelques minutes. Et on ira voir des cas clients installés avec une solution qui s'appelle EasySP, qui a pour vocation de pouvoir publier facilement les actes réglementaires. Et on vous montrera comment ça marche, bien évidemment. Cohesio, Aura, c'est une structure qui est maintenant nationale, voire internationale, puisqu'il y a aussi la Belgique, enfin le pays du Luxembourg, qui a été créée en 1991. Et pour Aura, c'est 17 agences, donc qui permet d'amener une proximité de service à l'ensemble de ses clients installés. Donc vous voyez l'ensemble des agences qui sont représentées ici. C'est plus de 20 000 clients installés, plus de 650 collaborateurs sur cette région Aura. Sur l'ensemble du national, c'est pratiquement 3500 collaborateurs. Et en effet, Cohesio est le numéro 1 dans la digitalisation des collectivités, excusez-moi, des entreprises et collectivités locales en entreprise de services numériques, ESN. En effet, par à la fois sa proximité et sa taille de structure, ça permet de couvrir l'ensemble du marché et d'avoir une forte proximité avec ses clients, les clients. Donc là, puisqu'on est plutôt sur des gens d'Aura, vous voyez l'ensemble de vos agences et de vos interlocuteurs commerciaux, mais aussi techniques de proximité, ce qui permet de couvrir l'ensemble du territoire Aura dans ce qu'elle apprécie de manière assez facile. Bien sûr, les métiers de Cohesio, il y en a plusieurs. La dématérialisation de documents, ça fait partie du sujet et de la division dans laquelle j'opère. Mais il y a aussi le système, tout ce qui est le document, c'est-à-dire de l'impression à la dématérialisation. Il y a bien sûr tout ce qui est impression, numérisation, avec une particularité, notamment pour les collectivités, c'est que Cohesio a monté une usine de reconditionnement à Valence qui s'appelle EOL et qui permet de remplir vos obligations réglementaires des marchés en intégrant 20% de matériel reconditionné. Ces matériels-là, ils sont repris par Cohesio, ils sont reconditionnés par Cohesio, ils sont relivrés par Cohesio, et donc ça permet d'avoir à la fois les mêmes garanties qu'un matériel neuf, mais l'ensemble du reconditionnement a été fait dans une usine en France et à Valence. La possibilité donc gérer et optimiser les parcs d'impression, automatiser les processus, donc ça on rentre plutôt dans la gestion électronique de documents. Fluidifier la relation fournisseur-client, ce qui concerne moins une mairie. Optimiser la trésorerie, c'est pareil, ça concerne moins les mairies, ça c'est plutôt le business du privé. Offrir une communication la plus adaptée, faciliter la collaboration sur site à distance, donc ça c'est tout ce qui est par exemple salle de visio et autres. La connectivité, Cohesio est un fournisseur d'accès, notamment de fibres, qui possède aussi dans certaines régions sa propre fibre. Possibilité aussi de communiquer sur des écrans et des bornes interactives. On va en parler pour les mairies juste après, notamment pour ce qu'on appelle l'affichage porte de la mairie. Et puis le système d'information, forcément, hein, c'est le nerf de la guerre, avec les cyber-attaques qui peuvent avoir lieu, la capacité de vous amener une vraie sécurisation, un vrai audit de l'existant et vous accompagner dans la sauvegarde et la sécurisation de vos données. Donc ça, c'est tous les métiers de Cohesio. Moi, j'interviens vraiment sur la partie digitalisation et digitalisation à proprement parler pour les collectivités. Pour entrer dans le détail d'EasyDisplay, de la solution qu'on va vous présenter
à la fin, après avoir vu les éléments liés à la réglementation et à vos contraintes réglementaires, aujourd'hui, c'est un peu plus de 170, ça doit être 200 collectivités équipées de toute taille avec la solution. 5 départements, le 6e a été signé et sera livré peut-être courant mai si tout va bien. Les villes et les agglos, alors Rennes Métropole, Valence Roman Agglo, Chartres, dans le carré central, en fait, généralement, c'est des services mutualisés, à la fois la ville et l'agglo qui ont été faites, mais aussi des villes, donc Thonon, donc de toute taille. Et on aime à rappeler que le plus petit client qu'on a, c'est une commune en Ardèche qui s'appelle la Bastide de Virac, qui a 275 habitants. Même cette commune-là a digitalisé l'application des actes réglementaires et en plus a mis une borne, j'y reviendrai tout à l'heure. Et les plus grandes, pour les villes en tout cas, c'est la métropole de Rennes et la ville de Rennes, et puis le département de l'Hérault. Donc on sait couvrir tout ce qui touche aux collectivités, quelle qu'en soit la taille, du tout petit, 265 habitants, au plus gros, Rennes et sa métropole. Donc, le sujet qui nous intéresse, c'est le contexte réglementaire de la publication légale. Donc, ça, c'est l'ordonnance 2021-1310 qui a été complétée par le décret d'application 2021-1311 qui indique que depuis le 1er juillet 2022, c'est bien la publication électronique des actes qui devient la norme et qui conditionne le caractère exécutoire de ces actes-là. Donc ça s'applique pour toutes les collectivités. Les actes doivent être accessibles à partir du site internet de la collectivité. Ils peuvent être complétés, mais à titre vraiment accessoire, par un affichage sur borne tactile. Je dis ça parce que hier encore, j'ai vu un appel d'offres sur une petite ville, d'ailleurs de Hora, sur laquelle on dit je veux faire l'affichage légal sur les bornes. Non, l'affichage légal, c'est pas sur des bornes, c'est sur le site internet en respectant un cadre que je vais développer un petit peu derrière. Et la borne, c'est en plus, mais ça ne peut pas remplacer l'essentiel qu'est le site internet. Ça s'applique pour tout, avec néanmoins un sursis pour les collectivités de moins de 3500 habitants. Alors, le terme sursis a été volontairement choisi, puisqu'en effet, je pense que ça va très vite évoluer. Le législateur avait peut-être un doute sur les petites communes et sur la capacité à avoir des sites internet. Donc, le législateur a indiqué que pour les moins de 3500 habitants, l'affichage pouvait continuer à se faire au papier, donc c'est-à-dire les panneaux extérieurs comme il y avait avant, là, mais uniquement si le conseil municipal avait délibéré en ce sens. S'il n'y a pas eu de délibération du conseil municipal, même les plus petits villages doivent digitaliser leur affichage réglementaire. Alors je dis que ça va à mon avis changer, puisqu'en effet, il y a eu un décret qui est sorti en juillet l'année dernière, juillet 2024, qui indique que pour les collectivités qui n'ont pas de site internet, la publication peut se faire sur le site de l'EPCI auquel ils appartiennent, donc souvent les Comcom ou les agglos. Et donc je pense que ça prépare la succession qui va être que tout le monde va digitaliser, que l'ensemble des actes, quelle que soit la taille de la collectivité, sera digitalisé. Alors, voilà, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez. J'ai oublié de le dire, il y aura, ou si vous voulez avoir des questions, n'hésitez pas, vous avez un petit menu qui s'appelle QR. Thaïs, qui est timide et qui ne veut pas se montrer, est là, il peut ouvrir vos micros aussi. Ce que je vous propose, c'est peut-être de le faire en fin de présentation. C'est généralement, peut-être, j'aurais répondu à quelques de vos questions, mais n'hésitez pas, hein, surtout, si vous avez une question, à m'interroger. Voilà. Alors, juste pour synthétiser, on détailler, en tout cas, l'ordonnance 2021-1310 et le décret d'application 2021-1311 sont quand même des éléments qui sont très particuliers, je dirais, à comprendre. Donc, on s'est fait aider de juristes et on s'est beaucoup appuyé sur la fora question de la DGCL qui a permis de traduire en fait les attentes qu'on va développer derrière. Si on reprend le contexte réglementaire, la synthèse, c'est quoi? C'est qu'avant, vous aviez des panneaux d'affichage à l'extérieur qui étaient souvent pas très jolis et des classeurs qui étaient des RA, recueil des actes administratifs. L'ensemble de ces dispositifs sont supprimés, puisqu'en maintenant, c'est l'affichage sur le site internet qui permet de purger les recours des tiers et donc de rendre et les actes exécutoires, de purger les recours des tiers. Et je le disais tout à l'heure, cet affichage-là peut être complété de manière facultative par une borne interactive. Ça a certains intérêts pour les petites collectivités, notamment c'est un bon élément de communication, mais il n'y a pas d'obligation de le faire. Les sources du contexte réglementaire que je vais développer derrière, c'est Legifrance, collectivité locale.gouv, la CNIL et la CADA. Alors la CNIL et la CADA, c'est pour l'anonymisation. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on pourra en reparler si vous avez des questions là-dessus.
Si on synthétise les les deux textes de loi, donc le décret, l'ordonnance et la DGCL, l'interprétation de la DGCL, et que je synthétise ça en 9 points, il faut comprendre que c'est bien la publication des actes de manière dématérialisée, accessible depuis le site internet, qui conditionne leur caractère exécutoire. Pas de publication, ils ne sont jamais exécutoires, ce qui est quand même un gros problème. Vous devez publier tous les actes réglementaires. Souvent, depuis des années, les communes mettaient déjà en ligne les délibérations qui avaient été prises lors du conseil municipal ou du conseil communautaire. Donc ça, il faut continuer à le faire, mais il faut aussi publier l'ensemble des décisions prises par le président ou le maire, mais aussi l'ensemble des arrêtés qui ont vocation à être publiés pour être rendus exécutoires. Dans ce cadre, ça touche bien évidemment tout ce qui est lié à la police municipale, tout ce qui est lié aux services techniques ou à la voirie de manière plus large, l'urbanisme, dans certains cas un peu les marchés, etc. etc. Donc c'est des volumes qui sont importants. Tous ces actes ne passant pas par le contrôle d'égalité, bien évidemment, mais afin qu'ils soient exécutoires, ils doivent être publiés dans les mêmes conditions que les délibérations. Vous devez publier, le législateur vous demande de publier les actes dans leur intégralité, c'est-à-dire avec leurs annexes quand il y en a et quand ces annexes-là ont vocation à permettre à l'administré de comprendre la décision prise par le politique. Donc on vous montrera des cas concrets tout à l'heure. Vous devez, lors de la publication, intégrer sur le document en lui-même la date de publication et l'autorité compétente. Donc c'est le maire ou le président, maire y compris pour le CCS, président du CCS ou pour une interco. Et donc cette date-là doit être indiquée directement sur le document parce que si l'administré télécharge cet acte-là, il faut qu'il ait la date qui soit dessus, puisque c'est à partir de cette date-là qu'on a 2 mois pour purger le délai de recours des tiers. Le législateur vous indique aussi que, mais ça c'est comme avant, que vous devez d'occulter les données personnelles dans certains cas, les anonymiser. Donc ça c'est régi, je le disais tout à l'heure, par la CNIL et la CADA. Je vous montrerai un exemple concret sur la ville de Blagnac. Vous devez aussi garantir 3 choses. Enfin, le législateur vous demande de respecter un formalisme, hormis les points précédents, sur le document et sa sécurité. Premièrement, on vous dit qu'il faut publier dans un format non modifiable. Donc la DGCL a précisé ce qui était entendu parce que d'un point de vue technique, n'importe quel document est modifiable. Un PDF, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est très facilement modifiable. Vous allez en ligne, vous avez plein d'outils pour changer le contenu et vous pouvez remplacer tout par autre chose. Donc ça, ce que la DGCL a indiqué, c'est non involontairement modifiable. Donc en synthèse, il faut publier des PDF, pas des Word. Par contre, le législateur vous demande 2 autres éléments qui ne sont pas anodins. C'est un dispositif permettant de garantir l'intégrité et l'authenticité des actes publiés. Et donc, l'idée, c'est qu'en effet, l'ensemble des actes étant en ligne, il est probable, enfin, tout le monde peut y avoir accès assez facilement. Et vu qu'on peut les modifier facilement, les PDF, ce qu'il faut s'assurer, c'est que si on va au tribunal administratif, par exemple, c'est que on puisse dire au juge, prouver que le document a potentiellement été modifié par la partie adverse. Notamment, on me dit beaucoup avec les élections, des fois, si on peut faire perdre quelques semaines ou quelques mois sur un projet, ça permet à ce que le maire ne puisse pas l'inaugurer en temps et donc ça fait un peu le jeu des oppositions municipales. Alors c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour plein d'autres cas. Et donc, je vous montrerai un cas qui permet de garantir l'intégrité et l'authenticité des actes publiés conformément à la réglementation. Le législateur vous demande aussi de publier les actes de chaque entité publique. Bien sûr la ville, la mairie, la Comcom, mais aussi pour les villes, souvent des CCAS. Quand il y en a, il y a aussi des CIAS pour les Comcom ou les agglos. Mais des fois, il y a aussi, par exemple, des offices de tourisme municipaux, des caisses des écoles, des campings municipaux, par exemple. Autour de la Méditerranée, on a plusieurs villes qui ont ce type d'établissement, donc des EPIC. Et donc, les EPIC et les EPA doivent publier dans les mêmes conditions que l'entité principale à laquelle ils sont rattachés. Et donc, il faudra mettre leurs actes sur le site Internet. Par contre, il va falloir les mettre dans des espaces dédiés. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je vous montrerai plein de cas concrets tout à l'heure, il ne faut pas tout mélanger les actes du CCS avec ceux de la ville. Le maire est maire de la ville et il est président du CCS. Ce sont 2 entités. Donc, il faudra gérer 2 espaces de publication pour la ville, 2 espaces de publication pour le CCS. Et donc, c'est mon point d'après. J'aurai 2 espaces de publication pour chaque entité. D'un côté, l'affichage exécutoire qui remplace le panneau avec les punaises. Et puis, de l'autre côté, l'acte archivé qui remplace le RA qui était à disposition du public. Et donc, en effet, ça a bien été reprécisé par la DGCL.
parce que dans la loi, il y avait deux choses qui paraissaient être contradictoires. D'un côté, on vous dit, vous devez publier les actes pendant un délai de 2 mois minimum. Et puis, quelques lignes après, le législateur vous dit, néanmoins, les actes doivent rester accessibles de manière permanente et gratuite. Donc la DGCL a précisé ce qui était attendu. D'un côté, l'espace exécutoire doit être accessible sur le site internet et facilement accessible. Vous n'avez pas le droit de cacher dans des sous-menus de sous-menus. Il faut que l'administré puisse facilement y accéder. Donc les actes doivent rester un délai minimum de 2 mois dans cet espace-là. Et au-delà, ils doivent basculer dans un espace d'archivage. Et ce qu'indique la DGCL, c'est un espace de publication facilement accessible, suivi d'un espace d'archivage avec un moteur de recherche, serait, sous l'appréciation souveraine du juge, c'est toujours comme ça, de nature à répondre à vos obligations. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer après. Et puis le dernier point, il y a encore un petit peu de l'affichage porte de la mairie. C'est vrai pour les convocations du CM, du conseil municipal ou conseil communautaire, avec la liste des délibérations qui vont être abordées en séance. C'est vrai après le conseil municipal ou le conseil communautaire, notamment avec la liste des délibérations examinées et le PV de séance. Mais pour les villes, il pouvait y avoir aussi des bancs de mariage ou quelques autres arrêtés. Ça, par contre, cet affichage-là, il peut être judicieux de le mettre sur des bornes interactives parce qu'en effet, il doit être consulté depuis le siège social de la collectivité, mais ça peut être fait sur une borne et je vous montrerai des cas de clients qui ont fait ça sur des bornes interactives. La loi s'applique depuis 3 ans pratiquement maintenant et donc j'imagine que vous avez certainement tous mis ou essayé de mettre en œuvre des systèmes pour remplir ces obligations-là, mais en général, on constate plusieurs choses. C'est qu'il est difficile de respecter l'ensemble des 9 points que je vous ai indiqués précédemment, parce que d'un point de vue technique, c'est possible, mais ça peut être relativement manuel. Donc quand on a des choses qui sont manuelles, c'est relativement chronophage, et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que souvent, cette publication, elle repose sur un agent. Et donc, il récupère les actes, quelles que soient les directions ou les services qui les aient produits, et il publie pour tout le monde. Néanmoins, ça veut dire aussi que ça peut créer un goulot d'étranglement. Si vous êtes sur une ville à partir de 25-30 000 habitants, vous avez ce qu'on appelle des directions d'assemblée. C'est gros, donc il y a du monde, mais la direction des assemblées, elle prépare plutôt les conseils municipaux que de publier les actes d'urbanisme. Quand on est plus petit, il y a moins de volume, mais il y a aussi beaucoup moins de monde pour le faire. Et donc le secrétariat général qui des fois est amené à publier, elle fait aussi plein d'autres choses et donc elle peut être polluée par cette publication. Donc l'idée c'est de pouvoir, si vous le souhaitez, demain décentraliser en tout cas et on vous montrera comment. Vu que c'est chronophage et qu'on a et que c'est très manuel, c'est manuel et fastidieux. Et donc en effet, pour les agents qui font le travail, franchement, ils disent d'un point de vue métier, c'est pas très enrichissant et j'y passe beaucoup de temps. Autre point, le législateur indique que pour les administrés qui ne sont pas très à l'aise avec l'usage du numérique, alors ces administrés peuvent demander au maire ou au président d'avoir un acte au format papier. Les actes, on ne parle pas que du conseil des délibérations du conseil municipal, on parle de tous les actes pris par tous les services de la collectivité, les actes publiables bien évidemment. Et donc, en général, on ne va pas voir madame ou monsieur le maire pour avoir un acte, on va avoir un service d'accueil. Et selon les villes, vous pouvez en avoir plusieurs, l'hôtel de ville principal, éventuellement une mairie annexe, les services techniques, l'APM, l'URBA, tout ça, ça peut être des pôles différents. Et donc, il faut qu'un service d'accueil soit capable de retrouver un acte, quelle que soit la direction qu'il ait prise. Et donc, on vous montrera qu'on a pensé à ça aussi. Autre point, je le disais, aujourd'hui, le législateur vous dit on publie pendant 2 mois, mais néanmoins, il faut les laisser de manière permanente et gratuite. Donc, l'ensemble des actes doivent, pour le moment en tout cas, être archivés de manière ad vitam aeternam. Je pense que ça va changer prochainement, mais pour le moment, c'est encore le cas. Et donc, on s'est rendu compte assez vite, certains clients nous ont remonté en disant on n'avait pas anticipé que sur le site internet, on aurait de la difficulté à stocker des milliers de fichiers PDF. Parce qu'en effet, vous allez voir que les volumes de PDF, quand on publie tout, c'est important. Et donc, un site internet, ce n'est pas une gestion électronique de documents, ce n'est pas fait pour stocker des milliers de fichiers PDF. Et donc, ça peut poser des problèmes sur du moyen terme. Et puis, il y a la loi et l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est quand même c'est la transparence sur la vie publique. Et c'est quand même qu'un administré soit capable de retrouver un acte. Or, quand vous voyez que vous avez des centaines de liens sur le site internet avec marqué arrêté numéro 1, 2, 3, 4, décision 4, 5, 6 et puis délibération numéro 2025-012, si vous mettez à la place d'administrer, c'est relativement compliqué
parce que pour pouvoir prendre connaissance des actes, il faut que je clique. Et donc, je vais ouvrir plein de documents qui ne m'intéressent pas et peut-être que je n'arriverai pas à retrouver ce qui m'intéresse. Et donc, on vous montrera qu'on a mis en place un dispositif qui permet de faire des recherches extrêmement efficaces, ce qui permet deux choses. Vraiment de remplir vos obligations sur la transparence, sur la vie publique, mais aussi et surtout, j'ai presque envie de vous dire, de renvoyer une très bonne image de la collectivité à ses administrés. Aujourd'hui, faire des recherches sur Internet, c'est contemporain, tout le monde fait ça toute la journée. Et donc, en effet, quand on a des systèmes de recherche, j'ose le mot, excusez-moi, archaïques, on se dit, franchement, ils ne veulent pas nous faciliter la vie. Et donc, l'idée, c'est d'amener une bonne expérience utilisateur, quelque chose qui soit efficient et que l'administré soit en mesure de retrouver les actes, que ce soit pour la mairie, excusez-moi, la Comcom, le département, pourquoi pas certains syndicats, on est en mesure de pouvoir retrouver les actes, quelle que soit la collectivité qui les prie. Donc ça, c'est une petite checklist qui a été élaborée pour vous permettre de vous auto-évaluer. Donc, c'est les 9 points que j'ai repris précédemment. Et en effet, si vous avez que des OK, ben, félicitations, excusez-moi. Ça veut dire que vous avez mis un dispositif qui est conforme et qui est efficient. Si vous avez un KO, ça veut dire qu'il y a un point à retravailler, bien évidemment. Donc, publication depuis le site internet de la collectivité, bon, allez, on enfonce des portes ouvertes. J'imagine que tout le monde fait ça et bien heureusement. Deuxièmement, publication des actes de chaque entité publique. La ville, c'est souvent fait. Par contre, le CCS a pu souvent être oublié. Je rappelle aussi que si vous avez une caisse des écoles, un office de tourisme municipal, un camping municipal, les départements, des fois, ils ont des ports, des aéroports, des centrales photovoltaïques, etc. Bon, donc il faut publier pour chacune de ces entités. Est-ce qu'on publie tous les actes? Alors, les délibérations, oui, c'est souvent le cas, puisque ça fait 10-15 ans que c'était mis en ligne, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Les décisions et les arrêtés sont souvent oubliés, et notamment ceux qui ne passent pas par le contrôle d'égalité. La plupart du temps, on ne les voit pas. Est-ce qu'on a mis en place un dispositif d'horodatage directement sur le document? C'est-à-dire que l'horodatage sur un champ du site internet n'est pas conforme. Je rappelle que si l'administré télécharge ce fichier, il faut qu'il ait la date de publication mentionnée directement sur le PDF. Est-ce qu'on a mis en place un dispositif permettant de garantir l'intégrité et l'authenticité? D'un point de vue technique, qu'est-ce que ça veut dire un dispositif permettant de garantir l'intégrité et l'authenticité des fichiers? Ça veut dire que si je télécharge et que je le modifie, et je rappelle que c'est très facile de modifier le contenu d'un PDF, il faut que je sache que ce document a été modifié. Or, l'ensemble de vos élus utilisent des signatures électroniques pour envoyer leurs flux vers Helios, les flux financiers notamment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une signature numérique. Une signature numérique, c'est un support physique et une personne physique. Nous, on proposera du scellement numérique. C'est une personne morale avec un support électronique. Néanmoins, le résultat est le même. C'est que lorsqu'on a scellé ou signé numériquement, si quelqu'un altère le fichier, alors on casse la signature numérique. Et d'un point de vue technique, moi je suis plutôt un technicien, c'est la seule solution qui existe pour garantir l'authenticité et l'intégrité d'un fichier. Est-ce que vous avez un dispositif qui permet l'anonymisation avant la publication? Ça, c'est rarement le cas, à moins de mettre un coup stabilo et de marqueur, excusez-moi, et de rescanner une nouvelle fois. Est-ce que vous publiez les annexes? C'est aussi fréquemment oublié. Est-ce qu'on a bien deux espaces de publication pour chaque entité? D'un côté, je purge les délais de recours des tiers, donc délai minimum de 2 mois. Il y a certains arrêtés permanents qui peuvent y rester plus longtemps, bien évidemment, ou ad vitam aeternam. Mais de l'autre côté, au-delà du délai de recours des tiers, un espace d'archivage. Et puis, est-ce que j'ai mis en place un dispositif qui permet de restituer au format papier les actes et d'en assurer le téléchargement? Alors, téléchargement sur le site internet, c'est toujours le cas. Par contre, restituer au format papier à donner administré, ce que je disais tout à l'heure, bon, vous y arrivez toujours, mais des fois, c'est plus ou moins efficient. Donc, s'il n'y a que des OK, ben bravo, hein, vous avez un bon système. S'il y a un ou plusieurs KO, c'est souvent le cas. Ce que je vais vous montrer derrière devrait vous intéresser. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir du concret, des cas clients, ce que font vos pairs, alors de toute taille, hein, du coup, vous verrez comment ça se passe. Donc, on va aller voir une commune qui s'appelle le Chambon-Faugerolles. Donc, ça, c'est dans l'agglo de la métro, c'est dans la métropole de Saint-Étienne, excusez-moi. C'est une commune de 10-12 000 habitants qui a été livrée il n'y a pas très longtemps, mais voilà, on vous en montrera. On ira voir une Comcom qui est Loisan. Donc, la vallée de Loisan, c'est dans les Alpes. Blagnac, à côté de Toulouse. Donc là, on va aller voir des actes anonymisés. Et puis, on ira voir le département de l'Hérault avec une approche un peu différente pour accéder aux actes. Quand je clique sur le site internet du Chambon-Faugerolles, j'ai une page qui est dédiée, actes administratifs et délibération.
Je rappelle que le législateur vous dit un espace publication facilement accessible. Si on le met dans le 15e sous-menu d'un site internet, on ne peut pas considérer que c'est facilement accessible. Donc là, j'ai une page acte administratif, c'est facilement accessible. Ici, vous voyez que j'ai 4 liens que je vais cliquer. Les deux de gauche concernent la ville. 1, l'espace de publication, les derniers actes de la ville. Donc c'est l'espace de publication où on purge le délai de recours des tiers. 2, au-delà de l'espace de publication, les actes archivés. D'accord ? Alors c'est vrai pour la ville, mais c'est vrai aussi pour le CCAS. 2 entités, 4 espaces minimum. Quand je clique sur l'espace de publication de la ville, je vais donc arriver sur les 240 actes qui sont en cours de publication sur cette collectivité. Le cahier des charges, et vous le verrez, c'est partout pareil, c'est que ces actes-là, on a voulu simuler un panneau d'affichage. D'accord ? Et donc ce panneau d'affichage, c'est pour ça qu'ici, il y a des vignettes. Néanmoins, il y a un petit œil qui permet d'inviter, je dirais, l'usager, l'administré, à pouvoir ouvrir ces actes. Quand j'arrive ici, je peux voir le document. Si je veux le lire, je peux zoomer. Mais si je cherche quelque chose de particulier, sur la droite, j'ai des informations spécifiques à ce document-là. Donc, vous voyez que ce document-là, c'est un arrêté municipal. On a le numéro de l'arrêté, on a l'objet, ce qui me permet de le dire très rapidement, est-ce que ça m'intéresse ou pas. On a la date de l'acte, on a la date de début de publication et on a la date de fin d'affichage. La date de début de publication, je vous rappelle qu'elle doit être intégrée sur le document en lui-même. Ça, c'est une demande du législateur. Et donc, si on va en bas de la page, on va voir que la solution a intégré automatiquement la date de publication, mais aussi l'autorité compétente, en l'occurrence M. Farah, qui est maire de cette commune. Donc ça s'est intégré sur l'ensemble des pages du document et ça va s'intégrer de manière automatique. L'administré, il peut passer d'un acte à l'autre et ce que j'évoquais, c'est que c'est assez facile aussi pour lui pour faire des recherches. Néanmoins, comme c'est le cas ici, quand on a beaucoup d'actes, ça peut être fastidieux de rechercher. Donc ici, on a quelque chose qui permet par exemple de dire, ben moi, je ne veux que les délibérations du conseil municipal. Et quand j'applique, j'ai plus que 189 délibes. C'est encore beaucoup, j'en avais 240, mais j'en ai plus que 189. Je pourrais dire, je veux des délibérations du conseil municipal qui ont moins de 30 jours. Vous voyez, j'en ai plus que 21. Mais je peux, je crois que c'est chez eux, j'en suis pas sûr, aussi retrouver des délibérations qui ont moins de 30 jours dans lequel il y a le mot mine. Et donc, si je regarde ce document-là, ici, alors je vais zoomer pour que vous le voyez bien, on voit qu'on parle bien de mine. OK ? Donc, l'idée, c'est d'amener ce que j'appelais une bonne expérience utilisateur à vos administrés afin qu'ils puissent vraiment retrouver des documents. Je prends un exemple pour la recherche en contenu, c'est la ville de Cannes-sur-Mer, mais il y en a plein d'autres d'ailleurs, qui nous disent les administrés nous appellent parce que dans la rue, il y a des travaux ou il y a des gens qui sont appropriés des places de parking et ils nous demandent est-ce qu'il y a un arrêté qui a été pris pour cette occupation du domaine public. Et donc, les services de la ville indiquent, vous allez sur le site internet, vous tapez le nom de votre rue, et vous allez voir s'il y a des arrêtés parce que peut-être qu'il y a un voisin qui a été autorisé à mettre une benne sur les places de parking parce qu'il fait des travaux ou parce que demain il déménage et donc il a mis des cônes pour qu'il n'y ait pas de véhicule qui puisse stationner sur les places dont il a besoin. Voilà. Donc ça c'est concret, c'est palpable et les administrés en voient un intérêt. Et un deuxième intérêt, c'est que ça dépollue aussi. Ça fait moins de sollicitations, je dirais, au service de la ville, parce que plus vous rendez l'usager autonome, l'administré autonome, plus il est content, et pour une grande partie d'eux, et moins vos agents sont amenés à les accompagner, à faire ces accompagnements-là, des fois à faible valeur ajoutée. Cet acte-là, quand je l'ai trouvé, je vais pouvoir le télécharger. Donc je vous rappelle que les actes doivent être mis à disposition de l'usager, qu'un usager a la possibilité, s'il le souhaite, de le télécharger. Donc là, je vais sortir, je vais venir dans Windows. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer que ce document-là, on a mis en place un dispositif qui permet d'en garantir l'intégrité. Vous voyez qu'ici, vous avez un petit onglet. Alors, allez, je vais dire OK. Cet acte-là, vous voyez qu'on dit qu'il a été signé au moyen de signature valable. Et donc, si vous cliquez ici, on veut voir que ce document a été scellé numériquement. OK. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme quand votre maire ou président signe les flux Helios avec sa clé USB. C'est la même logique. J'ai encapsulé le fichier, c'est comme si j'avais mis un cachet autour. Et donc, si quelqu'un vient ouvrir ce fichier pour faire une modification,
alors je vais casser, excusez-moi, ce cachet. Et je vais le faire tout de suite avec vous. Alors moi, je ne vais pas dans le logiciel, et on n'a pas le temps de le faire, mais quand vous avez un tampon comme ça, je pourrais venir et puis, par exemple, altérer ce tampon. On vous dit attention, au moins une signature doit être validée. Et si je revalide cette signature, on vous dit ce document, il était bien signé au moyen de signature valable, mais depuis, il a été modifié. Et donc, je rappelle que le législateur vous demande de mettre en place des dispositifs permettant de garantir l'intégrité et l'authenticité des fichiers. Et d'un point de vue technique, il n'y a pas, de mon point de vue en tout cas, il n'y a pas d'autres solutions qui permettent de garantir l'intégrité et l'authenticité d'un fichier. C'est pour ça que, alors ça, c'est pas propre à EasyDisplay, hein. Ça, c'est propre de partout sur la planète, ça marche comme ça. C'est une norme mondiale qui s'appelle la signature et le scellement numérique. Allez, j'en ai fini sur cette partie-là. Alors, si, autre point, vous comprenez bien que les actes, alors lui, c'est un arrêté permanent, c'est pour ça qu'il va loin, mais si je réinitialise ici, vous comprenez bien que cet acte-là qui a été publié hier, il va rester jusqu'au 15/06 dans l'espace de publication qui est ici, sauf s'il est prorogé, bien évidemment, et automatiquement, le 16/06, on va le retrouver dans l'espace d'archivage que je vous montre maintenant. Donc sur le site internet, vous avez ici espace d'archivage. Donc le client étant livré récemment, il n'y en a que 327, mais on ira voir d'autres où il y en a beaucoup tout à l'heure. Donc là, il faut bien que dans la tête de l'administré, ce soit clair. Cet acte-là, j'y ai accès parce que ça remplace le RAA et que j'ai le droit de retrouver les arrêtés et décisions et délibérations qui ont été prises, même il y a plusieurs mois, plusieurs années. Néanmoins, je ne peux que les consulter à titre, je dirais, indicatif. Je ne peux plus attaquer au TA. Et donc, c'est pour ça, au tribunal administratif. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout la même mise en page. Ici, on a des liens qui permettent de voir ces PDF, mais par contre, je peux rechercher de la même façon. Est-ce que j'ai des documents qui parlent des mines ou dans lequel il y a mine? Oui, j'en ai un et je vais pouvoir le retrouver. OK? Donc là, c'est une délibération du conseil municipal, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on a les mêmes critères de recherche que dans l'espace de publication. Et je rappelle que la DGCL indique un espace de publication facilement accessible dans lequel on peut des recours des tiers et au-delà, un espace d'archivage avec un moteur de recherche serait de nature à répondre aux obligations. Donc, on a mis le moteur de recherche à la fois dans l'espace d'archivage, mais la recherche en contenu, mais aussi sur d'autres critères. Mais on l'a mis aussi dans l'espace de publication parce que c'est plus logique aussi pour l'administrer. Allez. Ici, ben, le CCAS. Alors, le CCAS, des fois, il n'y a rien puisque c'est des petits volumes, les actes du CCAS, mais on peut les appeler de la même façon. Donc là, il y a eu un conseil d'administration, donc il y a 9 actes en cours de publication. La logique est strictement la même, hein. Ici, la délibération du conseil d'administration, puisqu'on n'est plus, etc. Et donc, en bas, toujours la date de publication, excusez-moi, et l'autorité compétente, donc puis 9-4. Par contre, M. Farah, qui est maire de la commune, est président du CCS. Donc, dans le tampon, on a adapté l'autorité, je dirais l'autorité compétente. Bon, la logique reste toujours la même, et donc on va passer à d'autres cas. N'hésitez pas s'il y a des questions, hein, n'hésitez pas à les poser, hein, ça sera avec le plus grand plaisir. Excusez-moi. Allez, je reviens ici. La communauté de Loisan, ben, c'est un peu la même chose, sauf qu'ils ont 3 entités juridiques. La Comcom, donc les PV et les archives, le CIAS, et puis un syndicat. Okay, donc chacune de ces entités a 2 espaces de publication, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le Chambon-Feugerolles. Sur la Comcom de Loisan, il y a eu un conseil communautaire récemment, donc j'ai quelques délibérations. Si je clique sur cette... Alors, juste, la charte graphique est adaptée avec un logo et une code couleur, c'est du orange, tout à l'heure c'est du bleu. Quand je clique sur cette délibération-là, je constate qu'ici j'ai des documents associés. Et je vous rappelle que le législateur vous demande de publier les actes dans leur intégralité, y compris les annexes lorsqu'il y en a. Et donc, ces documents associés sont les annexes à cette délibération qui a été prise. Et si je veux voir, alors, l'acte, il est quand même pas neutre, hein, c'est la dissolution de l'office de l'EPIC, Office de tourisme des Deux-Alpes. Et donc, quand je vais ici, je pense que c'est donc un document qui va être beaucoup lu, celui-là, je peux voir l'annexe qui est la convention pour la liquidation. Si ce n'est pas celle-là qui m'intéresse, je peux voir, alors ça dépend des titres qui ont été mis, mais celle-ci, c'est l'annexe CCO, l'inventaire des biens. OK ? Et donc, en tant qu'administré, je vais pouvoir voir ces annexes, récupérer celles qui m'intéressent. Je crois qu'il y a transfert des comptes bancaires, voilà, tout à l'heure.
Et donc, j'ai accès à l'ensemble de ces documents-là. D'accord? Donc, c'est assez facile à faire et c'est comme ça qu'on publie les actes dans leur intégrité. Alors des fois, là aussi, j'ai encore des annexes. Des fois, il y en a où il n'y a pas d'annexe. Vous voyez, ça c'est une délibération sans annexe. Mais il y en a beaucoup où il y a des annexes. OK. Alors, je ne vous montre pas l'espace d'archivage, c'est la même logique, donc ça a ensuite peu d'intérêt. Je vais vous amener à Blagnac, simplement pour aller voir ce qu'on appelle l'anonymisation. Donc, le législateur vous demande de publier les actes, mais dans certains cas, anonymiser les données qui n'ont pas vocation à comprendre la décision prise. Enfin, comprendre le sens de la décision prise, pour être tout à fait précis. Donc, Blagnac, les actes publiés depuis moins de 2 mois, les actes publiés antérieurement, c'est toujours la même chose. Donc, je vais aller dans l'espace d'archivage. Blagnac, il y a un chien qui s'appelle Snoop. Et donc, ce chien Snoop, le maire avait pris un arrêté municipal en 2023 avec une mise en demeure d'appliquer les propositions du vétérinaire. Préalablement, il avait fait une mise en demeure de faire procéder l'évaluation. Quand je viens sur ce document-là, on peut constater que il a bien pris un arrêté pour que la PM puisse verbaliser si le maître ne met pas, j'imagine, la muselière. Par contre, le nom du propriétaire et son adresse, qui n'ont pas vocation à comprendre la décision, la décision prise, n'ont pas vocation à être rendues publiques, elles ont été anonymisées, d'accord, préalablement à la publication. Et donc voilà, c'est assez facile dans le dispositif, il y a quelque chose qui va vous permettre de gérer cette anonymisation. Donc c'est un cas, il y en a plusieurs, ça dépend des types d'actes. Et puis je vais finir par un dernier, et puis après je vous montrerai quelques exemples de porte à la mairie, mais ça sera juste à la fin. C'est le département de l'Hérault, qui eux ont opté pour une approche, enfin le service communication a choisi une approche un petit peu différentielle sur comment j'accède aux actes et comment je les trie. Tout à l'heure, le premier exemple que j'ai pris, je suis allé choisir que les délibérations du conseil municipal, moins de 30 jours. Le département de l'Hérault, en tout cas le service communication du département de l'Hérault, a dit moi, je veux filtrer depuis le site internet, et quand j'appuie sur arrêter, ne présenter que les arrêtés, et quand j'appuie sur délibération, ne présenter que les délibérations. Et donc, en effet, quand je clique ici, je vais arriver sur les 295 actes en cours de publication au département de l'Hérault, mais c'est exactement la même chose que si j'avais filtré d'ici. Par contre, je pourrais continuer à filtrer. Je veux les arrêter qu'en moins de 30 jours. J'en ai plus que 165. Et puis, je pourrais chercher dans le contenu tel ou tel mot, hein, vous avez bien compris. Du coup, si je veux voir des délibérations, ben, c'est la même chose. Je n'ai que les 203 délibérations du Conseil. Par contre, les délibérations, il y a deux catégories, l'Assemblée départementale ou la Commission permanente. Si ce qui m'intéresse, c'est que les délibérations de la Commission permanente, je peux les filtrer à partir de là. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs solutions pour arriver, en fonction de ce que vous souhaitez faire sur le site internet, pour arriver au même résultat. Et donc, nous, ça nous coûte très cher de développer des outils très paramétrables, mais après, ça permet de couvrir l'ensemble du spectre des usages. Et cet aspect de pouvoir préfiltrer les résultats, c'est souvent utilisé pour les services de communication en disant, depuis 15 ans, on met sur le site internet de la commune, on a un espace qui s'appelle Conseil municipal, les délibérations, ou les assemblées, les délibérations. Comment dans cet espace, je peux continuer à alimenter les nouvelles délibérations? Ben, c'est exactement en faisant ce que je viens de vous montrer là, un petit lien qui pointe vers les délibérations. Voilà. Donc, je vais reprendre le cheminement du PowerPoint. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. J'y répondrai. Je vais vous présenter en 1 minute comment on va publier un acte réglementaire. On a deux promesses sur la solution ici display. 1, vous assurer une totale conformité à la réglementation. 2, que ça soit hyper simple pour les agents. Et donc, vous allez voir que c'est très, très automatisé. Donc avec Easy Display, comment ça se passe? On va se connecter dans l'application. Donc je vais utiliser un compte qui s'appelle secrétariat général parce que je vais être un producteur d'actes. Je peux avoir un ou plusieurs comptes. Je vais verser des actes. Ces actes-là vont automatiquement tous se remplir, mais je vais vérifier, compléter les informations, anonymiser au besoin, et puis je vais valider. Automatiquement, comme je viens de vous le montrer, on pourra, même si ce document a été scanné, on en fera un PDF texte. C'est comme ça que tout à l'heure j'ai tapé mine et que j'ai cherché dans le contenu de tous les actes où il y avait marqué mine ou Snoop pour le chien. On va renommer et classer le document automatiquement dans un back-office. Donc ça, c'est que pour que les agents et notamment les services d'accueil puissent les retrouver. On rajoutera le tampon de publication
pour que être conforme à la réglementation. On va sceller numériquement le document, ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour aussi assurer vos obligations de réglementation. On va mettre le document en ligne pendant 2 mois, sauf si c'est un arrêté permanent, parce que là, il peut rester ad vitam aeternam. Et au bout de 2 mois, il va basculer automatiquement en archive. C'est exactement ce que je vais vous montrer, et je vais vous montrer la charge pour les agents pour faire cette mission-là. Allez, hop, excusez-moi. Ici. Donc, je me connecte dans Easy Display. Donc, je suis un agent de la collectivité. Donc, forcément, je vais d'abord m'authentifier. Donc, je vais m'authentifier avec un compte qui s'appelle secrétariat général, qui est un compte producteur d'actes. Dans mon exemple, j'ai encore un maire et des élus qui signent avec un stylo. Donc, c'est un document que j'ai scanné. Bien sûr, le document peut passer par un e-parapheur. C'est la même logique. Je pourrais les importer de la même façon. Donc, je vais pouvoir téléverser ce document-là. On a 4 méthodes d'import possibles. La première, c'est le téléversement. Je viens de la faire avec vous. La deuxième, c'est les imports type email. Pourquoi on fait ça? Parce que la plupart des multifonctions, notamment toute la gamme vendue par Coesio, permet de faire ce qu'on appelle du scan to mail. À partir du photocopieur, vous créez un bouton et ça l'envoie directement ça le numérise, ça l'envoie directement dans les e-display. Le troisième, ce qu'on appelle les glaneurs, je vous ne pas dans les détails, mais ça permet d'importer en masse plus facilement. Et le quatrième, c'est des connecteurs vers des logiciels d'assemblée. Donc on connaît très bien Libriciel et WebDelib. On connaît bien Digitech et Pastel et AIRS, excusez-moi. Et on est en train de finir un connecteur vers S2LO, qui est une tierté de transmission. Donc, 25 à 30% des actes publiés passent au contrôle égalité, 70% n'y passent pas. Mais donc, on va pouvoir capter ces 30% qui passent au contrôle égalité pour les intégrer directement dans la solution. Et voilà. Alors, on ne choisit pas une solution, on peut cumuler les 4 que je vous ai évoqués. Ici, on récupère les documents que je viens de téléverser. J'attire votre attention sur la règle de nommage. Enfin, sur les règles de nommage, parce que ces documents-là, vu qu'ils ont été scannés, le photocopieur a donné des noms particuliers. Vous allez voir qu'on renomme tout ça automatiquement derrière. Je peux les voir en mode soit tableau, soit mode vignette. Si je cherche un document particulier, ça me permet de le retrouver plus facilement. Quand je clique ici, la première chose, on a bien fait un PDF texte. Tout à l'heure, je vais chercher Eurovia, on retrouvera ce document-là parce qu'on a fait un PDF texte, comme tout à l'heure, j'ai retrouvé 1000. Premièrement. Deuxièmement, la solution a reconnu que c'était un acte de la ville. Troisièmement, on a fait ce qu'on appelle une lecture automatique de document et on a dit au logiciel, on lui a pris si ça ressemble à ça et que tu as marqué arrêté, alors tu considères que c'est un arrêté. Au passage, cette liste de typologie d'actes est propre à chacune des collectivités. Selon la taille de collectivité, il y a plus ou moins de détails. Un département, ce n'est pas exactement les mêmes typologies d'actes, en tout cas de thématiques d'actes pour être tout à fait précis, qu'une Comcom et pas la même chose qu'une commune. Voilà. Donc, la première chose qu'on valide avec vous, c'est les typologies d'actes que vous souhaitez. Donc là, arrêté. Le numéro de l'arrêté qui est ici, c'est intégré automatiquement ici. L'objet de l'arrêté qui est là, c'est mis tout seul là. Et la date de l'arrêté qui est là, c'est mise toute seule là. Donc à ce stade, si je n'expliquais pas, la seule chose qu'a à faire le service, c'est, alors, pour être tout à fait complet, les deux derniers sont aussi remplis tout seuls, mais ça, c'est la date de publication. Je rappelle que c'est la publication qui conditionne le caractère exécutoire. J'ai des travaux dans la rue, je prends mon arrêté de sens interdit dans la rue, je le publie, il devient exécutoire. Donc par défaut, c'est souvent tout de suite. Donc dès que j'aurai appuyé sur valider, il sera publié et donc exécutoire. Donc par défaut, c'est la date de début. Et puis, il restera dans l'espace de publication de 2 mois. Donc on calcule automatiquement la date de fin. Et au-delà, il ira dans les espaces d'archivage. Donc à ce stade, la seule chose qu'a à faire l'agent, c'est d'appuyer sur valider le suivant. Rennes Métropole nous avait demandé de gérer, de s'assurer qu'il n'y avait pas de doublon sur les publications. Parce que publier 2 fois un même acte à 2 dates différentes peut être un aléa juridique. Donc nous, on vous informe que cet acte-là, a priori, a déjà été publié. Si je clique ici, je peux constater qu'en effet, un de mes collègues, un autre agent, avait déjà publié cet acte-là. Donc par défaut, tout le monde irait supprimer. Moi, je ne vais pas le supprimer, je vais juste rajouter 1, 2, 3, ce qui va nous permettre de le retrouver, de le voir tout à l'heure ensemble. Le deuxième, je ne vous explique pas, ce n'est pas le même numéro, ce n'est pas le même objet, mais je veux le publier de la même façon. Le troisième, il est un peu différent, c'est un acte d'urbanisme. Donc le logiciel qui le produit n'a pas la même mise en page, même si c'est le service, des fois on a des modèles qui peuvent être un peu différents. Ce qui est important, c'est de comprendre l'adresse du terrain si je veux contester ce permis de construire. Néanmoins, est-ce que ça a du sens de laisser l'adresse personnelle du demandeur? A priori, non. Donc ici, on va pouvoir anonymiser. Alors, on va faire deux choses. On va mettre du noir, mais on va surtout enlever le texte qui est dessous. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je pourrais chercher ici, comme je l'ai fait, est-ce que j'ai plusieurs fois le nom de la rue, hein. On est en train de travailler pour pouvoir automatiser ça, ou en tout cas pas l'automatiser, parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle humain, je vais dire, mais aider, assister avec de l'intelligence artificielle pour aider à anonymiser plus rapidement.
plus facilement. Donc ça sera disponible vraisemblablement dès juillet si tout va bien. Mais voilà, mais en tout cas, on a un dispositif qui permet d'anonymiser. Allez, je rajoute 1, 2, 3 pour pouvoir le retrouver tout à l'heure. Et puis le dernier, je ne le publie pas, mais j'attire votre attention que dans les e-display, on a intégré le fait de pouvoir découper les actes. Pourquoi on fait ça? Parce que le maire a pu prendre ou le conseil municipal, ou le conseil communautaire, prendre une délibération pour octroyer une subvention à des jeunes, à des ados pour passer un stage de BAFA. La décision ou délibération est publiable, mais pas la liste des bénéficiaires. Auquel cas, après le contrôle de légalité, je peux récupérer directement l'acte et puis ici, couper pour enlever la liste des bénéficiaires. Par contre, cette liste de bénéficiaires, je pourrais la laisser en annexe de l'acte, mais non publiable si je veux. On n'a pas trop le temps de se noyer dans les détails, donc, mais je vous explique que tout ça, ça a été prévu et ça permet de faire gagner un temps fou. Juste pour rappeler, si je ne discute pas, je fais que de vérifier est-ce que c'est bien publiable, c'est pas un acte nominatif. Est-ce qu'il y a l'anonymisation? J'appuie sur valider. Dans 95% du temps, ça dure 1 seconde. Qu'est-ce qu'on a fait de ces documents-là? La première chose, on les a classés pour qu'on puisse facilement les retrouver pour les consulter. Je rappelle qu'un administré qui n'est pas à l'aise avec l'usage du numérique peut demander au président ou au maire d'avoir un acte au format papier. Faut-il qu'un service d'accueil puisse le retrouver facilement? Et donc, quel que soit le service qu'il a pris, on ira toujours les classer de manière structurée. Les deux que vous voyez là, c'est ceux que je viens de faire avec vous. Je vous rappelle qu'au départ, ils avaient des règles de nommage qui n'est pas du tout comme celle-là. Et donc là, on les a renommés par le type d'acte, le numéro de l'acte et la date à laquelle il a été prise. Ça, c'est automatique. Quel que soit l'agent qui fera le travail, ça sera toujours classé comme ça et renommé comme ça. Renommé, on vient d'en parler, classé. Cet acte-là, il datait du 8 septembre 2021, donc c'est classé dans le dossier septembre de l'année 2021 et c'était un arrêté. Et c'était un acte de la ville. Donc, il s'est mis tout seul. Si j'avais dit c'est un arrêté d'avril 2025, l'application aurait créé, e-display aurait créé le dossier 2025 et dedans on aurait créé le dossier avril. Donc du coup, c'est toujours classé de manière structurée. Deux intérêts, permettre à un service d'accueil de le retrouver facilement. Deuxième intérêt, et on se rend compte que c'est presque celui-là qui est le plus utilisé, enfin c'est même pas presque, c'est sûr que c'est celui-là qui est le plus utilisé, ça permet aux agents, pour le fonctionnement au quotidien de la collectivité, de retrouver des actes qui ont été pris, soit par le service auquel j'appartiens, soit éventuellement par d'autres services. J'ai une demande d'occupation du domaine public, j'en parlais tout à l'heure, pour mettre une grue sur la voie publique. Donc l'APM ou les services de voirie qui vont instruire cette demande peuvent être intéressés de savoir est-ce que j'ai eu un certificat d'urbanisme qui a été délivré. Un permis de construire, une demande préalable de travaux. Et donc je pourrais retrouver, est-ce que Monsieur Dupont qui me fait cette demande-là, on lui a octroyé un permis de construire. Donc c'est ça qui est très utile, on se rend compte. Alors le plan de classement style Windows, c'est intéressant parce que ça permet à tout le monde de comprendre comment c'est classé. Et généralement, vous avez tous des plans de classement sur lesquels, au fur et à mesure que les arrêtés reviennent après le contrôle d'égalité, où vous avez fait signer les élus, vous les classez sous un NAS ou sur un serveur, ou au pire, des fois sur un PC pour vous-même. Et donc l'idée, c'est que les plans de classement, c'est bien, mais c'est souvent très aléatoire quand c'est fait de manière manuelle. Pourquoi? Parce que chaque personne, on a tous, c'est l'intelligence humaine, hein, on a tous des appréciations qui peuvent être différentes. Et donc, en effet, moi, j'ai une logique de classement, je vais plutôt le renommer et le classer comme ça. Mon collègue va le faire un peu différemment. Même si on a mis en place des procédures, sur de long terme, on voit très bien que c'est aléatoire. Là, il y a classer, il n'y a pas besoin d'intelligence humaine. Il y a besoin de systématiser. Et donc, l'intelligence humaine est presque créer un aléa, hein, puisque j'apprécie de manière différente, donc je vais classer de manière différente. Donc pour classer, il n'y a pas besoin d'intelligence, il y a besoin de systématisation. Et donc on va toujours classer de la même façon. Par contre, pour rechercher, en effet, des fois, c'est pas toujours très facile de s'y retrouver dans l'arborescence style Windows. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on va chercher Eurovia. Ben, vous voyez, je trouve deux actes. Le 165, 1, 2, 3 que j'ai fait avec vous, et le 165 qui était celui qu'il y avait avant, puisque je vous rappelle qu'il y avait eu un doublon. J'en trouve 3 parce que je suis dans le dossier de l'année de septembre. Mais si je cherche dans tous les actes de la ville, je vais en trouver un peu plus. Alors, on me demande d'accélérer. Merci Thaïs, je vais accélérer un peu. Voilà, donc tous ces actes-là. Quand je clique sur l'acte, ben, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le tampon de publication et l'autorité compétente. Je suis agent secrétaire général. J'ai possibilité de supprimer, de modifier parce que j'en ai les droits. On peut créer des comptes de type accueil qui ne peuvent que consulter, qui ne pourront jamais modifier un document. Je peux être amené à le modifier. Pourquoi? Parce que par exemple, le préfet a pu me dire qu'il faut proroger la fin de publication. On avait une enquête publique, on a un recours, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Bref, cet acte-là, finalement, je veux qu'il reste dans l'espace de publication jusqu'au 31/08.
Allez, il est publié, il est déjà, on ira le voir tout à l'heure, il va rester jusqu'au 31/8. Autre point, à tout moment, si j'en ai les droits, je rappelle que c'est uniquement si j'en ai les droits, à tout moment, je peux générer un certificat aussi. Il y en a qui en font jamais, il y en a qui en font beaucoup, il n'y a pas de règle, ça dépend beaucoup de l'interco à laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes incluse. Ça dépend du préfet, du président de département, enfin bon bref, il y a plein de cas. Mais un certificat de publication, en général, c'est un Word que vous faites à la main. Mais là, on va pouvoir le générer automatiquement, le numéro d'acte, l'objet, la date de début, la date de fin de publication. On peut faire signer soit madame ou monsieur le maire à la main, soit on peut intégrer son tampon. C'est toujours du temps de gagner, c'est quelques secondes de gagner, c'est toujours intéressant. Autre point qui est très important, et là on revient sur le juridique, c'est qu'ici on va avoir un historique de tout ce qui se passe sur le document. Pourquoi on fait ça? Deux choses. Un, la conduite au changement. Si vous avez un agent qui oublie d'anonymiser ou qui publie des actes non publiables, par exemple des actes nominatifs, ça serait un problème. Donc c'est important de pouvoir authentifier pour pouvoir faire une formation plus individualisée à cette personne-là. Deuxièmement, si vous avez un contentieux sévère, un juge va apprécier ce qu'on appelle une piste d'audit fiable, c'est-à-dire votre capacité à lui démontrer que vous avez des démarches récurrentes, traçables et structurées. Excusez-moi, je vais y arriver. Récurrente, c'est la responsabilité du maire. Vous devez publier tout ce qui est publiable, fin numéro de présent. Structuré, salé, puisqu'en fait c'est le logiciel qui publie, donc on peut donner la doc. Et traçable, c'est ces éléments-là. On peut savoir que cet acte-là, il a été versé à 10h19 et que le compte, c'était le secrétaire général. On peut même d'ailleurs voir que quelques minutes après, j'ai changé la date de fin de publication puisque j'ai enlevé cette date-là et que j'ai mis celle-là et que c'est toujours le secrétaire général qui a fait ça. Donc, personne n'a accès à ces données-là, mais nous, on est capable de donner un expert judiciaire si demain, un juge demandait à ce qu'il y ait une expertise sur la publication. Et donc, ça, c'est important. Un exemple, le département de l'Hérault nous disent, les avocats, parce qu'ils ont souvent des recours, c'est 300 € de l'heure, l'avocat, hors taxe, bien sûr, plus tout le temps qui est consommé et perdu à aller donner les éléments au cabinet. Et donc, au plus vite on tue le problème, hein, si on a bien fait les choses, ben, on gagne beaucoup de temps et donc d'argent. Voilà, donc les actes ils sont publiés et en effet, si on va les voir ici, ben, on va voir que le dernier que j'ai publié avec vous, c'était, alors je passe pas par le site internet, hein, je vais directement à l'espace de publication, c'est le fameux permis de, donc vous voyez c'est bien l'acte 1, 2, 3 et c'est celui que j'ai anonymisé. D'accord? Donc tout ça il s'est mis en ligne très rapidement, je peux passer d'un acte à l'autre, bon c'est toujours la même logique, hein, vous l'avez compris. Mais tout à l'heure, je vous parlais d'affichage porte de la mairie, on n'aura peut-être pas le temps de développer, sauf s'il y a des questions, hein, je serai à votre disposition pour en parler. Mais ces actes-là, je peux aussi les mettre sur des bornes interactives. Et donc, on a déjà les interfaces pour les bornes, on a le matériel pour les bornes, et vous voyez qu'en même temps que j'ai mis sur le site internet, je peux le mettre sur une borne que vous avez déjà, que demain vous allez acquérir. Cette borne-là, la grosse différence avec un site internet, c'est que je ne peux pas télécharger l'acte parce que je suis sur une borne. Mais ici, je vais pouvoir dire cet acte-là, je me l'envoie par mail. Je vais pouvoir scanner ce QR code et le récupérer. La différence avec une borne aussi, c'est que les interfaces, ben on a des boutons qui sont adaptés à zoomer. C'est que pour scroller, c'est ce qu'on fait pour lire le document et faire ce que je suis en train de faire. Je peux le faire avec les doigts sur la borne, mais il y a des gens qui ne savent pas faire, donc on peut aussi le faire avec des boutons. La dernière chose qui est une différence fondamentale avec une borne, c'est qu'on peut passer aussi en mode PMR, personne à mobilité réduite, parce qu'il faut ramener les commandes sur la partie inférieure de l'écran s'il y en a besoin. Thaïs m'a demandé d'accélérer, j'accélère. Donc, juste pour vous rappeler ce que je viens de vous montrer, avec Easy Display, qu'est-ce que vous avez à faire? On se connecte dans la console. Je verse mes PDF. L'OCR permet, même si c'était un document scanné, de transformer le texte, l'image en document PDF texte. On va pouvoir anonymiser avec l'outil de cavernage. La RAD, reconnaissance automatique document, me reconnaît que c'est un arrêté, une délibération, une décision, un permis de construire autre. Et la lecture automatique document me remplit le formulaire sur la droite. L'agent ne fait que de valider, hein, donc j'appuie sur le bouton valider. Donc ça dure 1 seconde, je le rappelle. Je mets en ligne sur le site internet, dans l'espace de publication, ce qui est en cours de publication, à la fois pour la ville et pour le CCS, donc 2 espaces pour chacune des entités. Et puis lorsque la date de fin de publication arrive, alors il bascule automatiquement dans les archivages. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 0 coût de développement sur les sites internet. Rajouter des liens qui appellent les espaces de publication, ça dure 5 minutes. Il n'y a pas j'ai un vieux site internet, c'est pas grave. Même si vous le refaites dans 3 mois, vous mettez les liens sur le vieux site internet. Dans 3 mois, vous mettrez les liens sur le nouveau site internet. Ça va durer 3 minutes, il n'y a aucun problème. C'est très facile d'un point de vue technique. Pour vous administrer
on peut rechercher dans le contenu du document, on peut filtrer à la fois dans l'espace de publication, mais aussi dans l'espace d'archivage. Et je rappelle que les actes basculent de l'un à l'autre. Tout est automatique. Quand je récupère un acte, on peut constater qu'il y a le tampon de publication qui a été excusez-moi, automatiquement ajouté. On peut constater s'il y a des annexes. Je l'ai montré pour Bordeaux tout à l'heure. Si je télécharge l'acte, on peut se rendre compte qu'il a été scellé numériquement pour en garantir l'intégrité et l'authenticité. Les agents et élus, mais surtout les agents, disposent d'un back-office qui permet de se connecter, de rechercher les actes, de retrouver les actes anonymisés si je veux l'envoyer, si je veux l'imprimer pour un administré, excusez-moi. Mais peut-être aussi pour moi et pour le fonctionnement de la collectivité, j'ai gardé l'acte non anonymisé, donc j'ai les deux versions. Je n'ai pas eu le temps de vous la montrer parce que c'est trop long, sinon, mais voilà. Dans le back-office, gestion des droits, modification, suppression, garder historique, version de documents, ce que je venais d'évoquer, la capacité à gérer les certificats d'affichage, la possibilité aussi de générer des CSV de l'ensemble des actes publiables pour notamment constituer le sommaire de vos registres. On connaît bien ces problématiques-là. On peut mettre vos actes sur des bornes. Les bornes, elles peuvent être intérieures, elles peuvent être extérieures. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire, mais il y en a d'entre vous qui en ont déjà. Il y en a qui se disent que ça serait bien parce que l'accueil du public, ça ferait un peu plus moderne. Et en effet, je pense que c'est plus moderne. Ça permet de supprimer les derniers panneaux d'affichage. Donc en général, on gère les actes administratifs donc l'affichage légal, on va dire, les manifestations et festivités ou d'autres informations publiques sur les bornes, mais on peut mettre d'autres choses aussi. Je vous montre un dernier petit exemple sur une borne. Donc c'est un client. Donc là, je me suis connecté sur sa borne. Alors hier, il avait un certificat d'état civil qui est la publication de demande de mariage. Ok. Je le disais tout à l'heure, ça fait encore partie de l'affichage porte de la mairie. Il a aussi un autre élément, vous avez tous l'obligation de le faire, c'est publier le plan de financement. Alors lui, il le met sur le site internet, mais aussi sur la borne. Vous voyez, le plan de financement de la restauration du moulin de Beauvert avec qui finance quoi et à quelle hauteur. Ces informations-là, je les mets sur le site internet puisque c'est une de vos obligations et ils les mettent en même temps sur la borne. Allez, donc le support du webinaire sera disponible si vous en avez besoin. N'hésitez pas à faire un petit mail à Thaïs qui vous avait envoyé l'invitation. Thaïs, tu nous diras ce qu'il convient de faire tout à l'heure. En tout cas, on est sur le site internet, on publie chaque entité, on publie les actes de chacune des entités publiques, on publie tous les actes, les arrêtés, les démarrations et les décisions. On a les annexes qui sont associées aux actes si on le souhaite. Je bascule automatiquement d'espace publication aux actes archivés. Je rajoute le tampon de publication, on scelle numériquement. On a un outil de caviardage, on a une jet qui permet de retrouver facilement les actes dans le back-office et puis la capacité de télécharger ces actes, y compris sur une borne avec un QR code. Et puis la possibilité de faire l'affichage à la porte de la mairie. Tout ça, c'est ce qu'offre Easy Display. 1 conforme, 2 très facile pour vos agents. Easy Display, on a aussi d'autres modules, parce qu'on connaît très bien le fonctionnement des collectivités. Coesio, c'est une entreprise du service numérique, et donc on connaît bien, notre métier, c'est de digitaliser. On sait aussi vous accompagner sur tout ce qui s'appelle l'enregistrement et l'instruction des courriers et des courriels. C'est traité et demande des administrés, mais pas que d'ailleurs. On sait aussi faire l'affichage public, autre que les actes. On sait gérer des actes non publiables. En effet, tout ce qui peut être lié au RH, mais pas que. On sait avoir un dossier RH, la carte des agents, éventuellement l'ensemble de ce qui se passe avec eux. On a développé un module qui permet de signer et de sceller numériquement. Par exemple, on nous dit, moi j'ai une maire qui est en activité, qui ne peut pas passer tous les jours en mairie, et certaines décisions, il faut que je le fasse signer, donc on peut digitaliser ce parcours de signature. Et puis on a aussi un BAP, alors ça s'appelle service fait, pour les mairies, qui permet de valider une facture. Donc je l'envoie à la directrice de l'école, telle facture, et telle facture, je l'envoie au service technique pour la validation. Et puis gestion de catalogue, alors c'est pour mettre en avant, par exemple, sur une borne, des associations ou associations culturelles de la ville, ou éventuellement des équipements sportifs, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est les modules qui existent. Place aux questions s'il y en a. Thaïs, est-ce que tu peux nous dire comment on peut obtenir, si on a besoin du support, comment ça se passe? Oui, bien sûr. S'il te plaît. Bonjour à tous. Oui, donc on me l'a demandé en plus dans les questions. Donc effectivement, je pourrais l'envoyer. On m'a aussi demandé le OK KO. Donc ça, pareil, je peux Oui, l'envoyer à part si certaines personnes le veulent. bien sûr. Et puis le replay du webinaire sera disponible aussi. Donc vous le recevrez si vous avez besoin de le revisionner. Ok, super. Voilà. Alors, des questions, souvent, peut me poser en disant, est-ce que c'est compliqué la mise en œuvre? Non, ça peut aller très très vite. Un département, c'est 3 semaines. Une ville ça dépend des options, hein, il y a plusieurs solutions.
Donc c'est très facile à mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut récupérer du passif? La réponse est oui. Est-ce que c'est compliqué pour les agents? Et la formation, c'est très rapide, en 1 heure en général, on a expliqué comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y a des questions? Je Oui, n'ai il y que en des timides. a, Ouais, Christophe. Alors, oui. je te les lis si tu veux. Au sujet de l'anonymisation, pour les PV du conseil municipal et les délibérations, doit-on anonymiser les noms des élus? Ah non. Non. Enfin, alors moi, attention, moi je suis un technicien, je ne suis pas un juriste. Mais le nom des élus, eux, ont vocation à être publics, hein. C'est les personnes publiques qui participent à la séance et ils sont là pour ça. Ce qui doit être anonymisé, c'est toutes les données. Ce qui est compliqué, c'est que la CNIL et la CADA ne sont pas d'accord entre eux. Donc en fait, de manière générale, l'esprit de la loi, c'est que vous devez anonymiser toutes les données personnelles qui n'ont pas vocation à comprendre l'acte qui a été pris. Tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris, c'est l'adresse personnelle d'un demandeur d'un permis de construire. L'adresse du permis, c'est important. Mon adresse personnelle n'a aucun intérêt. C'est la même chose pour le chien à Blagnac. Le nom du propriétaire n'a aucun intérêt à être divulgué. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que le chien Snoop, lui, doit porter une muselière. Il y a donc plein de cas d'usage comme ça, mais en effet, ce qu'indique la loi, c'est que cette anonymisation, il appartient aux agents de juger des informations qui doivent être anonymisées. Donc, on ne peut pas dire dans le détail ce qu'il convient de faire. Mais non, les élus, ça c'est sûr que non. Après, j'ai 2 questions. Les actes d'urbanisme doivent également être mis en ligne ou pas? Oui. Alors les actes d'urbanisme, ils doivent être, il y a 2 choses, ils doivent être affichés au lieu, enfin, sur le lieu le terrain, on va dire, si vous voulez bien. Néanmoins, on vous demande aussi de publier ces actes en mairie. Donc ces actes-là, moi, la plupart des clients, ils les mettent sur site internet. Il y en a qui les mettent que sur des bornes aussi. Les deux sont possibles, mais aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont mis en ligne, oui. Il y a une deuxième question, tu me Ensuite, disais? Ouais. oui, la deuxième question, c'était une liste ne suffit pas avec les numéros d'actes, demandeur d'adresse, nature des travaux et Non, date de délivrance. non. La loi est très claire, il faut publier l'acte dans son intégralité. Donc si oui, il y en a, oui, alors, merci de cette question. Ça, je l'ai vu des dizaines de fois. Vu que c'est fastidieux et que c'est complet, on se dit, ben, je fais tous les trimestres la liste des arrêtés que j'ai pris, je mets cette liste des arrêtés. Non, ça veut dire que les actes ne sont jamais exécutoires. Parce que, souvent je publie postérieurement à la réalisation des travaux, par exemple, donc j'ai pas pu m'opposer. Et en cas d'accident sur le domaine public, tout à l'heure je parlais de Cannes-sur-Mer, je reprends un deuxième exemple sur Cannes-sur-Mer, accident mortel sur la voirie, j'ai une voiture qui s'encasse dans une benne d'ordures parce qu'il y avait des travaux, etc. La première question d'enquête de public, la première question, excusez-moi, de l'enquête de police, c'est est-ce qu'il est normal que cette benne soit sur le domaine public? Si le maire a pris un arrêté qui n'a pas été publié, ça peut être un problème sérieux pour lui. Donc non, il faut publier les actes dans leur intégralité. Donc la liste ne suffit pas. Ça, c'est sûr, hein. Que se passe-t-il si une commune ne met pas en place ces dispositions d'affichage numérique? Eh bien, écoutez, c'est très intéressant parce qu'on va avoir dans très peu de temps une analyse d'une juriste d'une grosse collectivité. Euh, c'est la responsabilité du maire, quoi, hein. C'est toujours pareil, hein. Je prends l'exemple de Cannes-sur-Mer. En effet, si on n'a pas publié qu'il y a un accident, forcément, peut-être que les assurances vont venir chercher la mairie en disant cette occupation de domaine public n'aurait pas dû avoir lieu, ou en tout cas, l'acte n'étant pas exécutoire, l'entreprise n'aurait pas posé la benne, et donc peut-être qu'on va venir chercher la mairie. En effet, la question qu'on me dit, c'est est-ce qu'on va prendre des amendes? J'en sais rien. C'est le principe d'assurance, on peut rouler sans assurance. Tant qu'on ne se fait pas attraper, c'est pas très grave. Si je me fais attraper, je vais prendre un PV. Par contre, si j'ai un accident, ça va être un gros problème. Voilà. Donc, en effet, je reprends l'exemple de l'héros qui dit quand on va au tribunal, ça nous coûte 10, 20 heures d'avocat, 5, 6, 10 000 euros, ou peut-être plus, j'en sais rien. Des fois, ça dure 5 ans, et pendant 5 ans, il faut alimenter les avocats. Si on fait les choses bien au départ, forcément, on minimise, voire on annule ce risque-là. Mais en effet, hein, on pouvait ne pas afficher sur les panneaux extérieurs, hein. Tant qu'il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais s'il y a un souci, ça devient grave. Donc, bon, après, je pense aussi que les maires, avec leur statut d'OPJ, il est important aussi de respecter la loi. 1, parce que ça les couvre. 2, parce que ça évite aussi une exposition. Avec les élections qui arrivent, en fait, j'ai plein de directions du cabinet des maires, du juridique, qui me disent voilà, c'est du pain béni pour les oppositions municipales pour mettre en défaut les équipes en place ou retarder des projets d'équipement. Voilà, forcément, ça peut être un problème, oui.
Excuse-moi, Thaïs, J'ai une je t'ai dernière coupé. question. Est-ce compatible avec une JED d'un autre prestataire? Oui, alors nous, on peut récupérer dans une JED ou on peut fournir dans une JED externe. On l'a fait pour plusieurs villes, il n'y a pas de souci, hein. On peut récupérer les documents et les traiter, les mettre en ligne et ensuite les reverser dans la JED que vous avez. Ou la JED peut nous envoyer des documents. On connaît bien, par exemple, Alfresco ou d'autres, hein. Donc, il faut juste à ce moment-là faire un petit échange technique pour se mettre d'accord sur des modalités. Mais en général, il n'y a pas de souci, oui. Eh bien, c'est bon. C'était la Ben, dernière parfait. question. Écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention, de votre présence. Donc, Thaïs est à votre disposition s'il faut des supports. S'il vous faut une présentation individualisée, n'hésitez pas aussi parce que souvent, la com, l'informatique, la direction dit tiens, j'aimerais réexpliquer ça dans le détail au service. Donc, via vos interlocuteurs commerciaux locaux, on est à vos dispositions aussi pour refaire ça si vous le souhaitez. Voilà, et pour ma part, je reste via Thaïs à votre disposition pour les questions qui vous viendraient ultérieurement. Et on vous fait passer les documents demandés là, dans le fil de discussion. Merci à toutes et à tous. Merci Thaïs de ton accompagnement. Belle journée et au plaisir pour peut-être une rencontre ultérieure.